Alors, il y a des enjeux dans les devoirs, la réalité actuelle dont il faut tenir compte lorsqu'on donne des devoirs ou vous, lorsque vous êtes à la maison avec les élèves aussi, mais dans le contexte de l'éducation, il faut tenir compte aussi de la réalité des familles monoparentales, des familles reconstituées et l'horaire atypique des parents. Donc, qui ont des cadres particuliers, parce qu'on veut bien parfois aider nos élèves, nos enfants, mais on a aussi des horaires chargés parfois qui font qu'on voudrait donner plus de temps que ce qu'on peut donner. Alors, comment faire pour essayer d'avoir un horaire équilibré à travers tout ce qu'on vit dans notre vie quotidienne? Donc, c'est une réalité. Il y a eu un sondage qui a été fait auprès de parents, Fédération des comités de parents, quelque part au Québec. Il y a des choses que vous allez voir, des statistiques du Québec ou du Canada, mais en même temps, on pourrait penser que c'est similaire ici en Europe. Du moins, quand je suis avec les enseignants ici en Europe, je vois beaucoup de similitudes avec les enseignants aussi du Québec. Donc, de ce que disent les parents, en fait, on voit qu'en général, 90% des parents sont favorables pour les devoirs au primaire. 46% disent que c'est une source de stress. Alors, même si on dit que c'est important, c'est quand même un moment qui va stresser un peu les gens. L'éducation a évolué avec les années et les stratégies ont évolué aussi. Puis les parents, on a appris, parce que je suis aussi parent, on a appris d'une certaine façon à l'école, puis les enfants, des fois, c'est différent maintenant de ce qu'on avait à l'époque. Donc, on essaie de partager des stratégies ou des façons qu'on a reçues, mais ça a changé. Donc, comment s'adapter à ça, comment évoluer, ce qui fait que des fois, les parents, est-ce que ça vous arrive de vous sentir comme ça, sentir un peu dépourvu, de ne pas savoir nécessairement comment aider notre enfant? Okay? On vit tout ça. Donc, plusieurs aussi sont incapables de comprendre les consignes de l'enseignant. Puis là, on a des élèves, des étudiants où on voudrait aider nos enfants à faire d'une façon différente. Puis on a des étudiants qui vont dire, bien, je ne peux pas le faire comme ça parce qu'ils ont peur de se faire réprimander, ils ont peur de faire différemment. Alors, comment faire différemment tout en respectant le cadre, les consignes ou tout ça? Donc, c'est un défi. Au niveau des différences socio-économiques, au primaire, les différences socio-économiques entraînent injustice et inéquité sociale à l'égard des conditions physiques et matérielles à la maison. Ce qu'on remarque, ce que la recherche dit, c'est que quand il y a des différences socio-économiques au primaire, les élèves qui n'ont pas un espace qui n'ont pas un espace de travail ou qui n'ont pas nécessairement accès à Internet ou qui n'ont pas le matériel pour les aider, on va voir un plus grand impact dans la réussite des élèves au primaire comparativement au secondaire. Les élèves font leurs devoirs par obligation. Est-ce que ça se peut? Pas parce qu'ils ont vraiment le goût de faire des devoirs. Souvent, ils le font par obligation. Les élèves copient aussi parfois. Les amis négligent de les faire ou cherchent à s'en débarrasser le plus rapidement possible parce qu'ils les trouvent ennuyeux ou trop difficiles. Ce que la recherche en dit. Maintenant, ils ont un pouvoir de poser leur regard sur leurs devoirs aussi, et ça dépend, est-ce qu'ils apprennent dans un but d'évaluation ou un but de faire des activités, ou est-ce qu'ils apprennent dans un but d'apprentissage? Apprendre, évoluer, développer ses stratégies, développer ses compétences. Okay? Donc, idéalement, si on travaille dans un but de se développer des stratégies, des compétences, on a plus de plaisir à apprendre que si on apprend pour être évalué ou pour accomplir une tâche ou un travail. Donc, au collège ou au secondaire, les différences socio-économiques n'auraient plus d'impact, comme je vous dirais. Donc, les études démontrent que peu importe le milieu, celui qui a plus de temps dans ses études réussit mieux. Mais là, plus de temps, il faut aussi regarder les stratégies. Parce qu'on peut mettre beaucoup plus de temps avec des stratégies qui sont inefficaces, bien, on n'en finira pas non plus. Donc oui, je pense qu'on peut mettre plus de temps dans les études, mais encore faut-il avoir des stratégies d'apprentissage qui sont efficaces. Enfin, le dernier, presque le dernier en fait, on a un enjeu au niveau de la maîtrise de la langue aussi, chez les parents, chez les enfants aussi. Donc 25% des enfants qui entrent à l'école sont dépourvus de bases nécessaires pour apprendre à lire,
à écrire et à compter. C'est ce que la recherche dit. Donc, comment les enfants sont stimulés avant d'entrer à l'école. 55% des Canadiens de 16 à 65 ans ont un niveau de connaissance de français insuffisant pour comprendre les notices d'utilisation de divers produits, respecter une posologie et suivre les directives de sécurité, qui sont des choses qu'on pourrait penser de base. Alors, c'est sûr que quand on arrive avec des travaux du secondaire qui sont complexes, il y a quand même une réalité au niveau de la maîtrise de la langue chez plusieurs personnes qui n'est pas suffisante pour être capable nécessairement d'accompagner son enfant. Donc, je ne sais pas, on pourrait penser peut-être, je ne sais pas si en Europe, on pourrait avoir peut-être des chiffres similaires. Mais c'est quand même beaucoup. Les parents peu scolarisés aussi, l'autre enjeu qu'on a, c'est des parents qui sont peu scolarisés ou qui ont aussi rencontré des difficultés scolaires étant plus jeunes ou qui ont un bas niveau de maîtrise de la langue. Bien, c'est un enjeu lors de la période de devoir aussi. Et finalement, les constats liés à l'âge de l'enfant au niveau de ses compétences. Donc, on dit que les parents aident davantage les élèves au primaire qu'au secondaire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous avez davantage à aider vos élèves au primaire qu'au secondaire? Ça dépend. Okay. Les parents qui ont répondu au sondage disent qu'ils ne le font pas parce que les enseignants ne leur ont pas demandé. C'est la faute du prof. Le prof ne l'a pas demandé. En conséquence, les élèves en difficulté sont davantage laissés à eux-mêmes au secondaire comparativement au primaire. Ils le font pas parce que souvent, ils se sentent moins compétents avec le contenu, ce qu'on disait un peu tantôt. Ça devient complexe au secondaire, un peu plus. Là. Donc, les parents qui ont des enfants en difficulté aident davantage leurs élèves, leurs enfants. Maintenant, on va rentrer dans la forme et la nature des devoirs. Et ici, c'est intéressant en ce point où vous allez voir qu'il y a c'est à peu près toujours la même forme de devoir qui revient. Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle comme parent. Vous n'avez pas de pouvoir, vous avez plus du pouvoir sur l'accompagnement de vos enfants. Mais comment faire pour aider vos enfants, peu importe le devoir qui lui est proposé. Il y a 3 types de devoirs dont la recherche nous parle. Les devoirs qui sont axés sur la connaissance, les devoirs qui sont axés sur l'utilisation dans la vie, donc le sens, les liens, le transfert dans la vie quotidienne, quotidienne dans la vie, axés sur un projet visant à développer des compétences. Selon vous, lequel des 3 vous recevez le plus? Est-ce que c'est les connaissances, l'utilisation dans la vie ou des projets? Levez la main si c'est les connaissances que vous les devoirs axés sur la connaissance. OK? Si vous pensez que c'est le devoir axé sur l'utilisation dans la vie. OK? Et des devoirs sur un projet. OK. On avait plus de mains axées sur la révision et la connaissance. La première forme de devoir, c'est celle-ci. Donc, le but de ce devoir-là, en réalité, c'est le devoir qui est le plus présent en éducation. Et pourtant, c'est celui qui engage le moins le parent. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, ce type de devoir-là est axé sur un but d'apprentissage. Donc, il est basé sur la répétition de maintien. C'est-à-dire poursuivre une répétition, continuer à réviser, même parfois lorsque l'apprentissage a été fait, a été complètement maîtrisé. Donc, ces devoirs-là qu'on envoie à la maison vont permettre de consolider les apprentissages qui ont été vus en salle de classe. Donc, ça va souvent être des exercices à faire à la maison pour continuer ce qui a été appris en salle de classe. Donc, comment ça se fait? C'est la révision des notes de cours. Donc, ce qu'on va leur demander de faire, c'est de réviser les notes de cours. Parfois, on a des apprenants qui vont faire que de la relecture de notes de cours, relire, 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 parce que c'est
la seule stratégie qu'ils connaissent pour apprendre et pour mémoriser. On va voir que ce n'est pas nécessairement la stratégie qui est la plus efficace. Ça ne veut pas dire de ne pas la faire, mais il y a aussi d'autres stratégies qui existent. L'apprentissage par cœur, l'acquisition de procédures, l'apprentissage d'automatismes moteurs chez les plus petits, par exemple la calligraphie, et chez les plus grands, de stratégies et de procédures. C'est souvent ce type de devoir-là qu'on envoie à la maison. Donc, ce type de devoir-là, malheureusement, ne permet pas de relier ce qui est appris avec les connaissances antérieures. C'est comme si l'apprenant effectue son devoir dans un contexte de ce qu'il vient d'apprendre, mais quand cet apprentissage-là est terminé, on apprend autre chose, et là, on va réviser le nouveau contenu. Puis ensuite, on révise un autre contenu, puis on révise un autre contenu. Mais comment amener l'enfant à faire le lien entre ce qu'il a appris? Est-ce que ça a été appris juste pour, finalement, faire une activité ou faire une évaluation? Ou est-ce que je l'ai appris à long terme, dans un but d'apprentissage à long terme? Ce type de devoir-là ne permet pas nécessairement ça. Par contre, vous, comme parents, sachant cette information-là, comment vous allez dans la vie quotidienne, je ne sais pas pourquoi je dis toujours la vie quotidienne, comment vous allez dans la vie, ça pourrait s'arrêter là, ça c'est correct, comment vous allez dans la vie amener l'enfant à transférer ces connaissances-là, faire le lien entre ce qui est scolaire et la vie de tous les jours. Okay? Donc, ne permet pas ça. Ce devoir-là ne permet pas non plus un traitement de l'information. On va voir tantôt comment on peut faire pour traiter l'information. La relecture, ça ne permet pas de réorganiser l'information à sa manière, dans ses propres mots, avec son bagage, avec sa façon d'apprendre. Et ce qu'on dit, c'est que les effets vont s'estomper rapidement après quelques jours. Donc, à court terme, c'est bon. Mais à plus long terme, on ne se souviendra plus nécessairement de ce qu'on a appris avant. Puis on va l'oublier si on ne le répète pas une fois de temps en temps, si on n'y revient pas. Donc, ils ont forte chance d'être complètement inutiles si on ne les aborde pas autrement. Okay? Et le « autrement », ça va s'en venir dans les prochaines diapos. Donc, on a des devoirs qui sont axés sur l'utilisation dans la vie. Alors, ce qu'on vous encourage à faire comme parents, c'est des conversations familiales avec votre enfant, des conversations sur le sens des maths, sur le sens des sciences, sur le sens des langues et des arts, ou peu importe la discipline. Ça permet d'avoir une communication avec l'enfant puis de discuter avec lui de ce qu'il apprend à l'école. En même temps, ça lui démontre un intérêt, pas seulement pour un accomplissement de la tâche, mais un intérêt réel pour ce que votre enfant apprend à l'école, même si c'est un peu loin de votre réalité, parfois. Donc, on pourrait par exemple demander à un enfant de partager un travail qu'il a fait pour obtenir votre réaction ou pour voir ce que vous en pensez et d'échanger avec lui sur différentes stratégies. Votre enfant pourrait aussi, vous pourriez lui demander de vous faire une démonstration d'un apprentissage qu'il a vécu à l'école. Le but, c'est d'ouvrir la communication avec l'enfant. C'est pas de voir avec lui tout le temps s'il le sait ou il le sait pas, mais c'est d'en parler puis de l'amener à trouver du sens, parce que quand vous le faites parler, ça lui permet d'accéder à ses stratégies puis les verbaliser, ces stratégies. Et c'est ça qui n'est pas toujours facile, de nommer comment je fais les choses. Donc vous, comme parent, vous pourriez amener votre enfant à verbaliser un petit peu plus. C'est-à-dire, quand on parle d'expliciter les apprentissages requis, quand votre enfant vous partage un travail, de lui demander comment tu as fait, c'est par quelle étape est-ce que tu es passé, de demeurer curieux, sans nécessairement dire si c'était correct ou pas correct qu'il ait procédé comme ça. Mais de voir comment il a fait pour procéder. Okay? Donc, juste le fait de faire ça, vous êtes en train de faire un peu un devoir avec l'enfant parce qu'il est en train de réactiver ses connaissances. Il n'est pas obligé de faire un exercice écrit pour réactiver ses connaissances. Donc, ça peut être la combinaison des deux. Il peut faire son travail, le partager avec vous, puis vous en parler. Par exemple, papa, j'ai appris à l'école comment utiliserais ça lorsque tu construis une maison, par exemple.
dans un cadre de ton travail, en voyage, dans la vie de tous les jours. En fait, ce qu'il faut, c'est s'efforcer de trouver des liens avec des situations concrètes pour le mettre en application pour vrai. Moi, j'ai eu plusieurs projets de rénovation à la maison et à chaque fois dans ma tête, puis que ce soit un projet de rénovation ou un autre projet, en étant au courant de ce que ma fille apprend à l'école, j'essaie toujours de voir, quand je suis quelque part, est-ce que je peux réinvestir quelque chose qu'elle a appris. C'est constamment en arrière de ma tête. Fait que dans un projet de rénovation, par exemple, on avait saisi l'occasion de faire le lien entre... il fallait aller acheter de la peinture là, pour les murs. Donc, comment calculer la surface du mur, le nombre de pots de peinture, combien ça va coûter. Bien, ça, c'est de la vraie vie, ça. Donc, comment utiliser ce qu'ils apprennent à l'école pour le transférer, par exemple. Ou un voyage. Il y a une année qu'on est allé dans un voyage aux États-Unis, en Floride, puis on l'a inscrit dans une semaine dans un bain linguistique en anglais. Pourtant, on n'est pas anglophone, mais elle apprend beaucoup l'anglais, 1 heure d'anglais par jour. Donc, on s'est dit, pourquoi pas le réinvestir dans la vie quotidienne? Fait qu'on l'a inscrit dans un bain linguistique. Elle faisait du surf toute la journée avec des anglophones, mais elle a appris des nouveaux mots. Puis elle revenait le soir, puis elle dit, hey, j'ai pas compris qu'est-ce qu'ils m'ont dit, qu'est-ce que ça veut dire tel mot. Fait que là, on lui expliquait, puis le lendemain, elle retournait. Puis, fait que ça a été des apprentissages comme ça. Donc, essayez de saisir les occasions de la vie pour réinvestir ce que vos enfants apprennent. C'est possible. Et on a une troisième forme de projet qui est axée sur le développement des compétences. C'est pas nécessairement le type de devoir qui est vraiment beaucoup présent, parce que c'est un devoir qui demande quand même de l'engagement. Ça prend il faut prendre le temps de s'asseoir avec son enfant puis d'organiser une période de devoir ou un projet avec lui. C'est pas toujours évident. Donc, je suis consciente de tout ça. Et puis, il y a des enjeux aussi qu'on a nommés auparavant qui fait qu'on ne se sent pas toujours compétent pour aider notre enfant. Mais quoi qu'il en est, c'est le type de devoir qui serait le plus bénéfique pour les jeunes, pour les amener à transférer les apprentissages qu'ils font. Donc, en fait, c'est parce que les projets, ce que ça fait, c'est que ça suscite les interactions. Les interactions entre vous et votre enfant, entre les pairs, parce que peut-être c'est un projet qui va réaliser avec des gens de la classe, ou de susciter la communication avec la communauté dépendant du projet. Ça va développer aussi la partie frontale du cerveau, qu'on va reparler un petit peu plus tard, les fonctions exécutives. Donc, comment l'enfant à s'activer, à avoir une mémoire de travail qui va être efficace, se planifier, s'organiser, développer en fait, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a de l'impulsivité, de l'inhibition, développer la flexibilité cognitive et la régulation des émotions. On va en reparler un petit peu plus, comment vous pouvez, à même la période de devoir, aider votre enfant à développer le lobe frontal de son cerveau. Les projets aussi permettent de développer des compétences d'analyse, de prise de décision, de connaissance de soi. Prise de décision, par exemple, à l'égard du choix de matériel qu'on va utiliser pour faire un projet, quelles vont être les étapes à réaliser, de connaissance de soi aussi, résolution de problèmes, la communication, la recherche et apprendre à travailler avec les technologies. Une fois à la maison, on avait un petit problème à résoudre. On avait sur le comptoir un tas de papier qui traînait souvent, dont j'étais un peu exaspérée que ça traîne. Donc, ma fille en a fait un projet. Donc, elle a construit une boîte, encore là, où elle a intégré des concepts qu'elle a appris à l'école en mathématiques, parce qu'on a dû aller acheter du matériel pour qu'elle construise cette boîte-là. C'est pas un projet que l'enseignant nous a donné à l'école. C'est un projet qu'en tant que parent, on a vu qu'il y avait un problème qui était là, donc on s'est dit, OK, bon, ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Et quelles sont les notions que je pourrais intégrer à travers ce projet-là? Donc, on est allé chercher du matériel, on a calculé la boîte, tout ça pour que le papier rentre dedans, puis on a fait le bricolage ensemble. Puis la boîte, elle est encore là, elle existe encore. Donc, comme parent, c'est encore là de saisir ces occasions-là. Il faut le prendre le temps. Donc, je ne vous dis pas
qu'il faut faire ça à chaque soir, pour chacun des devoirs, et OK, ça serait complètement irréaliste là, de vous demander ça. Mais gardez-le en tête, juste d'en être conscient, puis que quand vous faites une activité quelconque, ben dites-vous, ah, y a-t-il quelque chose que je pourrais réintégrer ici, là? Ça permet aussi de développer différentes ressources chez votre enfant. La créativité, la fierté, le sentiment de persévérance, l'apprentissage par l'erreur aussi. Hein, faire une erreur, s'ajuster, faire une erreur, s'ajuster. La découverte. Alors, ce type de devoir-là est axé sur le projet, considère les différents profils d'apprenants et leur laisse un peu le choix du produit à remettre. Donc, il y a peut-être des apprenants qui vont vouloir remettre leurs devoirs sous format audio, peut-être d'autres sous format vidéo, à l'oral, à l'écrit, peut-être un dessin avec un oral, peut-être une photo avec un oral ou avec un écrit. On va parler tantôt des différents profils. Quand on parle des profils d'apprenants, je vais vous détailler un petit peu qu'est-ce que c'est pour essayer de trouver quel est un peu votre profil, essayer de vous retrouver à travers ça, puis essayer de voir celui de votre enfant. Enfin, ce qu'on dit, c'est que les devoirs sont complémentaires aux leçons apprises en classe, surtout s'ils sont complexes. Donc, quand on parle de projet, qu'on parle d'échange, de discussion avec l'enfant, qu'on n'est pas dans une répétition, dans une exercisation, on peut le faire, mais il ne faudrait pas que ce soit que ça. Il faut combiner l'ensemble. Donc, le cerveau apprend en traitant plusieurs informations à la fois. Ils doivent confronter l'enfant au maximum de complexité pour être efficaces. Et les devoirs actifs demandent à l'élève de réfléchir, de générer quelque chose à partir de ses connaissances antérieures, permettant de créer des nouvelles connexions dans son cerveau. Ça va? Okay. Vous seriez mal placé de dire non. Alors, la recherche. Au secondaire, les études prouvent que les devoirs contribuent à la réussite scolaire. Les élèves plus âgés tirent plus de bénéfices des devoirs que les plus jeunes. Ceci en autant qu'ils soient intéressants, pertinents, qu'ils aient du sens aux yeux des élèves, afin qu'ils s'y consacrent activement. Le rendement des élèves serait meilleur lorsqu'ils font leurs devoirs. Au primaire, le Conseil supérieur d'éducation admet l'absence d'études scientifiques capables de confirmer la corrélation entre l'impact des devoirs sur les résultats scolaires au primaire. Hein? Il y a des questionnements autour de ça, à dire est-ce que les devoirs au primaire sont efficaces? Est-ce qu'ils permettent à l'apprenant de devenir un meilleur apprenant? Et surtout, je dirais peut-être, c'est peut-être la forme de devoir qui est donnée aussi au primaire. Moi, je ne dis pas que les devoirs, on ne devrait pas en faire, je pense qu'il faut en faire, mais comment aussi on amène les jeunes du primaire à se préparer au secondaire, à la charge de prise de notes qu'il y a au secondaire, comment on fait pour prendre des notes à sa façon, pas seulement de la recopie d'informations qu'on voit au tableau ou qu'on voit par écrit. Donc, on se questionne actuellement à se dire, ben, est-ce que c'est efficace, les devoirs au primaire?